Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h dont tels sont les principaux événements. Vers la mise en place d'un centre d'excellence donc supérieur. Également dans l'actualité, un atelier sur la mise en place d'un centre d'excellence d'enseignement supérieur. Et en Irak, donc, les djihadistes ont été chassés des 3 localités près de Al-Ramadi. Avant de développer ces titres, nous entamons ce journal par ce message de félicitations du président Guelleh au nouveau président angolais. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé aujourd'hui un message de félicitations au nouveau président angolais João Lourenço qui a été investi hier à la magistrature suprême de son pays. João Lourenço succède donc à Eduardo dos Santos. Dans son message, le président de la République a salué une victoire incontestable, gage d'adhésion populaire et de stabilité politique. Nul doute que votre parfaite connaissance des affaires de votre pays vous sera de précieux concours dans sa conduite vers davantage de développement, a écrit le président Guelleh. Il a réitéré ses chaleureuses félicitations à M. João Lourenço. Le nouveau président de l'Angola est une des figures de proue de la scène politique de son pays, où il a exercé de nombreuses fonctions de premier plan, dont celle de ministre de la Défense. C'est à l'âge de 63 ans qu'il succède au pouvoir à M. José Eduardo dos Santos. Dans le reste de l'actualité, avec cette signature d'accord entre la Commission de l'Union africaine représentée par Dr Amani Abouzeid, commissaire en charge des infrastructures et de l'énergie de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, représenté par le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hassan. C'est donc ont signé aujourd'hui un accord de dons portant sur un montant de 959 000 $, 687 cents à l'hôtel Djibouti Kempinski Palace. En effet, ce don représente 80% du coût total des études de surface du projet géothermique d'Arta, situé dans la vallée longeant le golfe de Tadjoura à 30 km à l'est de la ville de Djibouti. Ce soutien financier résulte des efforts de la Commission de l'Union africaine dans la mobilisation d'appui technique et financier en faveur des États membres. Et ce donc à travers cette facilité d'atténuation des risques géothermiques ainsi que pour le programme géothermique régional mis en place. L'objectif est de promouvoir la production d'énergie électrique à partir de ressources géothermiques abondantes dans la vallée du Rift, estimées à plus de 20 000 mégawatts. Le directeur général de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, Rayad Moussa, et les secrétaires généraux des ministères de l'énergie, des affaires étrangères et du transport, ainsi que de nombreux ingénieurs de l'ODEG ont participé à la cérémonie. La commissaire qui a exprimé donc sa satisfaction pour ce pas qui marque une étape importante pour le développement de l'énergie géothermique a indiqué pour sa part qu'elle se réjouisse. Le secrétaire général du gouvernement Mohamed Hassan Abdullahi a indiqué que ce projet permettra d'améliorer la qualité de la vie de la population djiboutienne qui à travers ce projet aura une énergie moins chère, propre et durable. C'est avec un enthousiasme non fin que je souhaiterais exprimer la joie qui est la mienne aujourd'hui de participer à cette cérémonie de signature et d'être parmi vous. Par ma voix, il s'agirait surtout de souligner l'engagement du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, à apporter des contributions réflexives sur la question des énergies renouvelables et en particulier de l'exploitation de l'énergie géothermique dont regorge notre pays, et ce de manière à rendre possible la prospérité économique et sociale de notre pays. En effet, la République de Djibouti s'est engagée ces dernières années dans une perspective de renforcement de nos capacités énergétiques nationales afin d'accroître notre croissance économique. Et le développement de la ressource géothermique représente le fer de lance de la nouvelle politique en matière de développement du secteur énergétique initiée par le gouvernement. Madame la commissaire, permettez-moi de vous informer que ces 10 dernières années, le gouvernement a lancé un vaste programme tant dans la formation de ressources humaines locales qu'est l'acquisition de matériel nécessaire à l'exploration et l'exploitation des ressources énergétiques. Ainsi, le gouvernement a lancé aussi un vaste programme
d'exploration et d'exploitation sur l'ensemble du territoire national, dont certains sont financés sur fonds propres et d'autres avec des partenaires de développement comme le Japon, l'Islande, la Banque mondiale, la Banque africaine, le Fonds kuwaitien, le FADES, l'AFD et l'Union africaine. D'ailleurs, un premier programme de forage a été lancé en 2016 pour réaliser avec l'ODEC le premier forage sur le site de la Cassale. Ce programme s'est soldé par succès. Et ce soir, nous revenons sur un projet de loi qui a été examiné hier lors de la 18e séance ordinaire du Conseil des ministres. Il s'agit donc bien évidemment du projet de loi particulièrement important relatif au renforcement des infrastructures stratégiques du pays. Avec nous donc sur ce plateau, Asma Oubaker, bonsoir. Bonsoir à vous. Et qu'en est-il, Asma, de ce projet? Eh bien, Ali, c'est une initiative majeure de la stratégie de développement de la République de Djibouti qui vise alors à générer une croissance forte et durable en se positionnant comme une des toutes premières plateformes logistiques et commerciales du continent africain. Cette ambition doit soutenir parallèlement une amélioration rapide des revenus des Djiboutiens et la capacité de l'État à investir efficacement dans les secteurs sociaux. De nombreux investissements ont été réalisés depuis les années 2000 dans le secteur des infrastructures stratégiques. Cependant, le contenu et l'exécution de certains des contrats qui ont été conclus pour permettre la réalisation de ces investissements se sont révélés donc insatisfaisants au regard des impératifs de souveraineté et d'indépendance économique de Djibouti. Et avec cette réforme, le gouvernement djiboutien entend corriger les dysfonctionnements constatés, car le devoir suprême du gouvernement de la République est avant tout de sauvegarder et de garantir les intérêts supérieurs de la nation. Plus précisément, dans le cadre de sa mission de régulateur, l'État entend s'assurer, entre autres, de la préservation des services publics, du développement des retombées économiques locales et du respect des prérogatives régaliennes de l'État. Merci donc, Asma. Vous allez donc ajouter quelque chose? Oui, également. Alors, le Conseil des ministres a également souligné la volonté de l'État de renforcer sa capacité de gouvernance, à se doter des moyens nécessaires pour un contrôle efficace des infrastructures stratégiques et à mener donc une politique active de développement et de compétitivité de ces infrastructures au bénéfice de tous. Tout simplement, le gouvernement entend donc mettre en place un cadre légal lui permettant de renégocier, si nécessaire, les contrats portant sur la conception, la réalisation, la gestion ou l'exploitation des infrastructures stratégiques d'ores et déjà conclues. Ce projet de loi autorise également le gouvernement, en tant que besoin, à prononcer la résiliation des contrats en question. Cette résiliation pourra donc être suivie d'un processus de désignation d'un nouvel opérateur dans le cadre d'un appel d'offres international. En cas de résiliation, les co-contractants seront indemnisés et conformément donc aux principes applicables. Le gouvernement tient à souligner l'importance de ce projet de loi, lequel s'inscrit dans une nouvelle dynamique des relations économiques internationales et dans l'équilibre nécessaire entre les parties contractantes. L'objectif essentiel de ce projet de loi demeure la protection des intérêts supérieurs de la nation et le renforcement des capacités de développement économique du pays au bénéfice de tous les citoyens. Restez avec nous donc sur ce plateau pour nous expliquer cet atelier qui s'est tenu ce matin pour la mise en place d'un centre d'excellence de l'enseignement supérieur. À quoi sera donc utile, Asma, ce centre d'excellence qui sera qui a été initié par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche? Alors, au lieu de suivre un cursus universitaire normal dans un cadre académique, ce centre permettra aux étudiants de bénéficier d'une formation directe dans les domaines spécifiques ou précis tels que la logistique et les transports, les services du e-banking et les assurances, le secteur des nouvelles technologies de l'information et la télécommunication, ainsi que le traitement des données ou big data. Des domaines qui répondent plus aux besoins du marché du travail dans un pays dont l'économie repose essentiellement sur les offres de services dans le domaine commercial, les banques ou les assurances. Des chercheurs donc viendront étoffer ce centre pour étendre
leurs connaissances ou alors conceptualiser de nouveaux programmes. Cet atelier donc a vu la participation de nombreux membres du gouvernement, dont le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Éducation nationale, le représentant de la Banque mondiale, des représentants de la Chambre de commerce, du secteur privé et d'une pléiade d'enseignants et chercheurs. Je suis de prendre part avec vous aujourd'hui à cette discussion concernant le potentiel de Djibouti à participer à l'initiative des centres régionaux d'excellence en Afrique dans l'enseignement supérieur. Le projet African Centers of Excellence est un programme phare de la Banque mondiale qui est en cours depuis environ 4 ans. Cette initiative vedette est le premier projet régional à grande échelle dans le domaine de l'enseignement supérieur supporté par notre institution. La référence internationale de qualité, la coordination et le partage des connaissances du projet African Centers of Excellence sont ce qui a attiré Djibouti à s'intéresser au programme ACE, comme on l'appelle, et à manifester un grand intérêt à travers Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et surtout aussi Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances qui nous ont saisis. C'était donc le représentant de la Banque mondiale ici à Djibouti. Alors pourquoi on crée ce centre maintenant? La mise en place de ce centre intervient dans une période où Djibouti est engagé dans une forte démarche de structuration de la formation et de la recherche. D'importants moyens financiers seront injectés pour que cette structure voit vite le jour. Précisant que le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a particulièrement insisté sur la nécessité d'appuyer la recherche, l'innovation et la création d'entreprises. Merci Asma pour ces éclairages et sans transition sur ces sujets. Prenons la parole au cours de cette cérémonie. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahmad, a fait le parallèle entre l'école d'excellence et le futur centre d'excellence de l'enseignement supérieur. Il a précisé que ce centre sera une passerelle pour les lycées de l'école d'excellence une fois leur bac en poche. Cette idée ou cette réflexion de la création d'un centre d'excellence, quelque part, répond à nos inquiétudes, à nos interrogations, puisque vous le savez que depuis cette année, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a également initié la création et la mise en place d'une école d'excellence de la première année, bien sûr, jusqu'en classe de terminale. Et donc la question qui se posait, c'était bien sûr ce qu'il est question de former l'élite de demain. Je ne vais pas revenir sur le processus de sélection des élèves, mais également le fait que nous avons également recruté ou sélectionné les meilleurs enseignants de la République pour justement permettre à ces enfants d'avoir un encadrement d'excellence, mais également le programme qui a été revu. Donc en fait, nous sommes dans cette phase de construction et quelque part, à un moment donné, on était vraiment dos au mur, puisqu'on disait une fois que ces jeunes vont arriver, Inch'Allah, en classe de terminale, qu'est-ce que ces élèves vont devenir. Donc maintenant, quelque part, je crois que ce matin, j'ai la réponse, puisque également se prépare cette réflexion qui est bien sûr également de permettre aux étudiants djiboutiens de poursuivre, si vous voulez, dans ce centre d'excellence. Donc je ne peux que féliciter l'initiative du ministre de l'Enseignement supérieur et vous dire bien sûr bonne discussion et bon travail pour justement pour réussir, et Inch'Allah nous espérons bien sûr que dans un futur très proche nous verrons cette école, ce centre d'excellence de l'enseignement supérieur voir le jour, Inch'Allah. Et pour sa part, le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, a mis en relief les progrès économiques enregistrés ces dernières années et qui ont permis une nette croissance du produit intérieur brut. Il a en outre insisté sur la nécessité de s'appuyer sur un capital humain formé et hautement qualifié. Je vous propose de le suivre. La ressource la plus importante de Djibouti reste toujours son capital humain, à défaut d'autres ressources. Et je pense que nous avons, depuis les premiers jours de notre indépendance, répété ce message qui est très vrai. Il y a eu beaucoup d'efforts faits depuis, mais on sait aussi qu'il reste beaucoup à faire.
Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes un peu à une période de jonction de plusieurs événements, le contexte international favorisant, les enjeux et les défis de plus en plus difficiles à relever, mais les opportunités de plus en plus belles également à l'avenir. Mais le contexte international ne nous donne pas ce temps pour agir. Et alors, il va falloir trouver toutes les innovations, trouver toutes les forces nécessaires parmi nous-mêmes qui sont ici présents, vous, sur cette table, qui aujourd'hui réfléchiront, qui auront l'occasion de réfléchir ensemble pour essayer en tout cas de nous insérer dans ces priorités. Pour juste finir, je prends quelques chiffres. C'est la croissance qu'on connaît bien sûr du PIB, mais en absolu, le volume de notre PIB, Maktir est là, je parle sous son contrôle, en 10 ans, a plus que doublé. Et sur les 5 années à venir, notre PIB va doubler. Je ne parle plus de 10 ans, je parle sur les 5 années à venir, rien qu'en considérant 3 à 4 projets, s'il n'a pas triplé. Ça veut dire, pour passer à peu près vers le 3 milliards et demi, 4 milliards. Et enfin, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, a souligné que ce centre permettra un partage des connaissances et du savoir, et les étudiants des pays de la région pourront venir se spécialiser. Après la création de l'Université de Djibouti il y a 10 ans, l'école de médecine, la faculté d'ingénieurs, la concrétisation de l'école de commerce, la réussite du bachelor Business Administration, et j'en passe, nous avons, grâce aux encouragements du chef de l'État, réfléchi à la mise en place d'un centre d'excellence pour permettre à Djibouti de se distinguer et d'être quelque part également au niveau de l'Afrique de l'Est un hub pour l'enseignement supérieur et la recherche. Dans ce cadre, nous avons bien sûr sollicité la Banque mondiale qui a l'expertise nécessaire et suffisante pour nous aider à rendre possible la mise en place de ce centre d'excellence. Nous avions, avec eux, au préalable, bien sûr, défini, comme l'a rappelé le ministre des Finances et le ministre de l'Éducation nationale, des domaines prioritaires qui tournent autour de la logistique et transport, les services comme l'e-banking, les assurances, les technologies de l'information et de la communication et les traitements des données qui sont vraiment un secteur d'avenir. Vous avez déjà entendu parler des big data. La réunion d'aujourd'hui est une réunion de travail pour discuter des meilleures options pour la réalisation de ce centre. Je voudrais féliciter également Djibouti et la Banque mondiale pour avoir retenu Djibouti comme le premier pays pour la réalisation de ce projet dans sa deuxième phase et d'avoir répondu rapidement à nos aspirations. Nous voulons que ce projet puisse servir, et je rappelle ce qu'ont dit mes collègues et également le représentant de la Banque mondiale, que Djibouti se place vraiment comme un hub régional de rayonnement de l'enseignement supérieur qui s'inscrive dans cette mission qui est de créer un espace commun pour l'enseignement supérieur où ce centre d'excellence pourra être un exemple facilitant la mobilité des étudiants, la mobilité des professionnels, qu'ils soient djiboutiens, régionaux ou internationaux, et la mobilité des chercheurs pour un partage des connaissances avec pour vecteur du progrès, la recherche et un enseignement de qualité en phase avec notre époque. Autre actualité de ce 22h, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a reçu ce matin dans son cabinet l'une des figures emblématiques, le secrétaire général de la Conféges, Ali Arigou, accompagné par la directrice adjointe de la jeunesse et la directrice du sport, afin de discuter avec le secrétaire d'État l'importance que revêt ces travaux pour les jeunes et les objectifs visés. Rappelons, les objectifs visés sont bien évidemment mettre à la disposition des coordinateurs donc un cadre intéressant
interactive d'échange de bonnes pratiques, de partage d'expériences, de discuter des orientations stratégiques, de renforcer les capacités des entraîneurs nationaux et finalement de détecter les jeunes talents et optimiser les performances sportives. Fort est de constater que ce séminaire regroupera des coordinateurs des pays de l'océan Indien et de l'Afrique centrale et Grand Lac, dont le Comore, Maurice, Seychelles, Burundi, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Djibouti et Gabon. Il est à noter que pour Djibouti, en plus de la coordinatrice, 15 autres participants formateurs ou ayant été prérequis dans le domaine de l'entrepreneuriat prendront part au séminaire. Le gymnase du lycée d'État entièrement rénové. Cette enceinte sportive a été rénovée par l'association des entreprises chinoises opérant à Djibouti. L'ambassadeur de Chine en poste à Djibouti et les représentants des sociétés ayant contribué à la remise en état du gymnase ont remis aujourd'hui les clés de la nouvelle enceinte rénovée aux autorités concernées. Une visite du lieu a été effectuée par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le secrétaire général du MENFOP, le directeur de la planification, l'inspecteur général. Le terrain et les équipements du gymnase avaient besoin d'une sérieuse reprise en main. Une formidable dynamique a été lancée par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour adapter les enceintes sportives aux exigences du sport professionnel. Cet élève pour avoir des conditions de travail satisfaisantes qui leur permettra donc de développer l'éducation sportive et physique. Et les enseignants aussi trouveront donc dans ce lieu-là un endroit qui leur permettra de dispenser un cours de qualité. Voilà, donc je crois que le proviseur est à mes côtés et il sait l'importance de ce genre d'activité. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a abrité ce matin une importante réunion de consultation, d'échange et d'évaluation des opportunités pour la promotion de la coopération sud-sud via les organismes onusiens. Cette rencontre a été coprésidée par le directeur de la coopération par intérim au département des Affaires étrangères et l'adjointe de la représentante du PNUD, Fatima Al-Sheikh. Cette réunion a vu la participation des hauts responsables des autres départements ministériels, des représentants du secteur privé et la société civile. Le directeur de la coopération par intérim du ministère des Affaires étrangères, Amin Omar, a explicité les objectifs de cette rencontre. Et l'aboutissement d'un exercice d'analyse de la situation axé sur les objectifs, les conditions, les modèles et pratiques réussis ainsi que le défi rencontré dans le renforcement et la promotion de la coopération sud-sud et triangulaire dans les stratégies de développement de Djibouti. Il est important de noter que l'objectif de cette réunion de travail est de donner les outils nécessaires pour la promotion, le développement de la coopération sud-sud, aussi internationale, telle que l'agenda 2030. À l'issue de cette rencontre et de cet exercice, un rapport sera produit dont l'objectif est de donner des instruments utiles aux différents partenaires au développement pour la promotion et le développement de la coopération sud-sud et triangulaire. Le secrétaire général de la Ligue du Conseil des chambres du commerce saoudienne, Dr Saoud Al-Mashari, a reçu hier l'ambassadeur de la République de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, Diadine Saïd Bamakrama. Les discussions ont porté sur les moyens d'améliorer les relations économiques entre les deux pays et d'augmenter le volume des échanges commerciaux. Au cours de cette rencontre, Dr Saoud Al-Mashari a évoqué les possibilités d'investissement dans la région. Il a parlé de l'emplacement stratégique de Djibouti et ses ports qui ne sont trop éloignés des ports saoudiens. Il a enfin exprimé la disponibilité des chambres de commerce saoudiennes à travailler avec leurs partenaires djiboutiens. De son côté, l'ambassadeur de la République de Djibouti au Royaume de l'Arabie Saoudite, Diadine Saïd Bamakrama, a salué le grand développement observé par les relations entre les deux pays. Il a rappelé les investisseurs saoudiens à s'intéresser davantage de Djibouti. Dans le cadre de l'élaboration d'un cadre réaliste devant faire avancer le processus de décentralisation, la mission d'assistance technique formée d'experts internationaux et le comité d'accompagnement ont tenu aujourd'hui une réunion au Palais du Peuple.
Cette rencontre a été dirigée par Youssouf Abdallah, directeur au ministère délégué chargé de la décentralisation. Ce comité d'accompagnement comprend des représentants de la présidence, de la primature ainsi que plusieurs autres départements sectoriels. À l'occasion de cette troisième réunion, les discussions ont porté sur la formulation d'un nouveau projet de loi organique portant code des collectivités territoriales ou en tenant lieu et du dispositif financier à mettre en place pour le financement des collectivités territoriales. Dans le cadre des opérations de surveillance maritime des eaux territoriales, les gardes-côtes djiboutiens ont intercepté dans la journée du 25 cette embarcation en activité de pêche illégale et transportant une quantité très importante de poissons au large des îles Sept Frères et de Godoria. La garde-côte a aussi mis le feu donc une vedette de marque Galba. Ce dernier transportait plus de 100 immigrés clandestins qui ont été donc pris en charge par l'institution. 25 membres d'équipage yéménites en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette même opération. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. En Irak, les djihadistes de l'État islamique ont été chassés des 3 localités près de Ramadi. Ahmed Hamad, bonsoir. Bonsoir, Ali. Eh bien donc, les djihadistes du groupe État islamique ont occupé mercredi durant quelques heures 3 villages dans l'ouest de l'Irak avant d'être tués par les forces gouvernementales. Eh bien, les forces de sécurité, Ali, et les tribus ont repris donc le contrôle des localités d'Al-Tash, Majar et la zone 7 km au sud et à l'ouest de Ramadi. Tous les membres de Daesh ont été tués, a affirmé aux journalistes le chef de la police de la province d'Al-Anbar. Il a précisé également que les forces de sécurité procédaient à un ratissage dans ces zones pour débusquer des djihadistes qui pourraient encore se cacher. Auparavant, un général de l'armée qui n'avait pas voulu être identifié avait indiqué que des renforts de l'armée et de la police avaient été donc dépêchés sur place où se déroulaient de violents affrontements. Ramadi, chef-lieu de la vaste province majoritaire sunnite d'Al-Anbar, a été conquis, rappelons-le, par l'État islamique en mai 2015 avant d'être repris par les forces gouvernementales le 9 février 2016. Cette ville donc est située à une centaine de kilomètres à l'ouest de Bagdad. Eh bien, le président kurde irakien déclare la victoire du oui. Les scènes de liesse sont en cours au Kurdistan irakien. Ahmad, les résultats ne sont pas encore connus, mais le oui, la création d'un État kurde, l'a emporté lors de ce référendum, a assuré le président de la région autonome, Massoud Barzani. Eh bien, ce dernier, Ali, demande à Bagdad d'engager des pourparlers sérieux et au reste du monde de respecter la volonté des millions de votants. Mais le gouvernement irakien, comme on s'y attendait, Ali, qui considère le référendum inconstitutionnel, a encore durci le temps hier en donnant au Kurdistan 3 jours pour remettre ses aéroports aux mains de l'État fédéral. Le Premier ministre irakien, Haïdar al-Abadi, a déclaré à ce sujet, Ali, je cite, l'une des questions prises par le Conseil des ministres est la prise de contrôle des frontières terrestres et aériennes au Kurdistan irakien et dans le reste de l'Irak. Le Conseil national de sécurité avait déjà pris ces décisions, mais le Conseil des ministres l'a rendue effective. Cela concerne, a-t-il poursuivi, tous les postes frontières et cela inclut également la suspension des vols internationaux depuis et vers la ville de Kurdistan irakien et ses 2 aéroports, en l'occurrence Erbil et Soleimani. Fin de citation. Ali. Eh bien, l'on sait, Ahmad, que l'Irak n'est pas le seul pays à savoir durci le ton quant à ce référendum. Eh bien, il s'agit effectivement, hormis l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et de la Turquie qui ont aussi dénoncé, Ali, ce scrutin, craignant donc que leur minorité kurde aspire elles aussi à la revendication centenaire d'un État kurde. La communauté internationale redoute l'embrasement du nord de l'Irak, déjà fragilisé par Daesh. Le taux de participation donc dépasserait les 70%, mais certains votants dénoncent déjà des irrégularités. Et le gouvernement kurde irakien, Ali, dit ne pas vouloir déclarer l'indépendance du Kurdistan, mais se servir du référendum comme un moyen de pression diplomatique. Nous terminons cette édition avec Culture et Mode. Christian Dior et Yves Saint Laurent, pour leur dernière création, ont défilé à Paris. L'intelligence des Dior, Ahmad, le sentimentalisme de Jacquemus au premier jour de la Fashion Week. Eh bien, Ali, cela a eu lieu dans le jardin du musée Rodin à Paris et la maison Dior a présenté sa collection de prêt-à-porter printemps-été 2018. Une grotte artificielle constellée de miroirs reflète donc les silhouettes des mannequins. L'italienne Maria Grazia Turi, la directrice artistique de la maison française, s'est inspirée de l'allure de Niki de Saint-Phal, femme engagée
et audacieuse qu'elle dit admirer. Des couleurs vives, comme on peut le voir sur ces images, des imprimés, le fameux damier et des cœurs rappellent l'œuvre de l'artiste franco-américaine, une silhouette juvénile à la fois sportive et romantique. Un spectacle donc en couleur qui a été très suivi. Certains s'attristeront, peut-être l'absence des mannequins en forme plus généreuse, à l'image des œuvres de Niki de Saint-Phal. Eh bien Ali, la tour Eiffel illuminée donc servant de couleur, de décor pour le défilé d'Yves Saint-Laurent, sous la houlette bien sûr de son directeur artistique Anthony Vatterello. La femme Saint-Laurent, toujours très en jambes, avec des shorts en cuir, des robes boules et une profusion de flumes noir et blanc. Une collection donc au diapason avec la Dame de Fer, avec une série de vestes éclatantes, entièrement couvertes de broderies brillantes. Merci Ahmad pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.